l'hygiène, le microbiote, vos questions pour poursuivre cette journée passionnante. Merci Mathieu. Alors effectivement, la journée est passionnante, mais elle tente à se finir et je pense que vous n'avez pas envie de m'entendre parler des heures. Néanmoins, il y a quand même une chose que je voudrais discuter avec vous, c'est ce concept d'hygiène. Un concept d'hygiène qui a l'inconvénient d'avoir été un petit peu loin peut-être. Je voudrais commencer mon propos en le replaçant dans l'histoire et en revenant au 19e. Au 19e, on a une recherche pasteurienne et souvent on dit qu'aujourd'hui on souffre d'une vision pasteurienne des microbes et de l'hygiène qui nous pousse à les voir comme seulement négatifs et pas forcément positifs. En fait, lors d'une séance de l'Académie des sciences, en 1885, Pasteur, dans une discussion qui suit un exposé, et à l'époque, les discussions suivant les exposés à l'Académie des sciences étaient retranscrites, discute avec ses collègues et il dit que si on nourrissait un animal avec des substances pures, et il explique qu'il entend par là des substances complètement dépourvues de microbes, sans doute ces animaux ne pourraient pas survivre. Il dit ça. Et ça en dit long sur la vision de Pasteur. Évidemment, ça ne nous parle pas de la vision qu'on a attribuée par la suite à Pasteur, car effectivement, l'essentiel de l'efficacité de la science pasteurienne est venu de la lutte contre les mauvais microbes. Donc très rapidement, les héritiers intellectuels de Pasteur ont parlé de microbes de façon négative. Ce fut là, les réalisations qu'ils obtinrent en termes de santé publique furent les plus probantes de ce point de vue-là. Mais Pasteur était loin d'être convaincu qu'un animal puisse survivre sans microbes. Or, Pasteur avait tort, et ça on l'a su 11 ans plus tard, mais en même temps il avait raison. Et ça, on l'a su un siècle plus tard. Alors, en 1896, sont publiés les premiers travaux qui montrent, on met dans une espèce de boyau stérile des pauvres rats qui viennent de naître, ils ont à peine la place de bouger, on les allèlte avec une toute petite entrée qu'on désinfecte, enfin c'est l'horreur totale pour les rats, mais ces rats survivent alors que clairement, ils n'ont pas beaucoup de microbes. Donc, on peut survivre sans microbes. Et d'ailleurs, un siècle plus tard, on a des souris, dans le laboratoire de Joël, il y en a plein, des souris, de Joël Doré qui parlait tout à l'heure, des souris qui vivent sans microbes parce que elles sont nées par césarienne, elles ont été désinfectées, puis elles ont été mises en cage, et puis ensuite, les générations sont produites les unes après les autres de souris qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire privées de microbes. Et ces souris, elles survivent. Alors vous allez me dire, bon, ça, un siècle plus tard, ça montre que Pasteur avait tort. Oui, mais l'étude de ces souris et leur comparaison à des souris ordinaires, c'est-à-dire des souris pourvues de microbes, révèlent qu'elles vont pas bien. Alors, elles ont plein de problèmes qui renvoient à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Elles digèrent moins bien, il leur faut 30% d'aliments en plus pour se développer aussi bien qu'une souris normale. Il faut leur donner des vitamines en plus, que normalement on ne donne pas à des souris, mais qui montrent qu'en fait ces vitamines sont produites par leur microbiote, au moins le microbiote digestif. Et puis elles s'intoxiquent des fois avec des aliments pour souris. Ce qui montre, et ça a déjà été évoqué, qu'une partie de la détoxification d'un certain nombre de molécules alimentaires sont opérées par le microbiote et qu'en présence du microbiote, ces molécules toxiques ne le sont pas pour l'organisme puisqu'elles ne parviennent pas jusqu'à l'organisme. Elles sont assassinées avant de nuire par les micro-organismes du microbiote. Donc, le bilan de tout ça, c'est que Pasteur exagérait peut-être sur l'impossibilité de vivre sans microbes, mais là où il n'avait pas tort, c'est que ce n'est pas une vie terrible sans microbes. Et donc, il est temps de revenir à Pasteur. Je veux dire, il est temps de se dire qu'effectivement, les microbes peuvent faire des dégâts, et il est temps de se prémunir de cela, mais ce n'est pas pour autant que tous les microbes sont mauvais. D'ailleurs, pour terminer sur Pasteur, un petit détail, Pasteur connaissait aussi les microbes utiles à l'homme par les fermentations. Ça prépare à la journée de demain matin, où nous parlerons des fermentations alimentaires. Pasteur, il est devenu microbiologiste comme ça. On l'interroge sur un problème de fermentation qui se passe mal, et on l'interroge parce qu'il est chimiste, et qu'on pense que c'est un problème de chimie. Pasteur regarde les choses de près, il découvre que c'est des microbes, et c'est comme ça que Pasteur est devenu microbiologiste. C'est en résolvant un problème de fermentation qui se passait mal. En l'occurrence, qui donnait de l'acide acétique, parce qu'il y avait une contamination par des bactéries, au lieu de donner de l'alcool comme il était souhaité. Donc en fait, Pasteur, il est devenu microbiologiste sur des microbes qui étaient à la fois utiles, ces bactéries, ces levures qui donnaient de l'alcool, voire pour certains inutiles,
ou dangereux ou nuisible, ceux qui donnaient de l'acide acétique plutôt que de l'alcool. Vous voyez, Pasteur devient microbiologiste en naissant dans un monde où les microbes ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont, voilà, certains sont bons, certains sont mauvais. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous retrouvions. Et j'en viens à mon propos. Dans mon deuxième temps, je voudrais aborder avec vous cette idée d'hygiène et de propreté. Alors, pour moi, l'hygiène, c'est ce qui maintient en bonne santé. Donc ça, je ne dis pas que ça évolue pas avec les connaissances. Quelque part au 19e, les accouchements se faisaient les mains sales, les médecins aidaient les femmes à accoucher avec des mains sales, et ça provoquait des fièvres puerpérales qui tuaient beaucoup de femmes. Quand Semmelweis, un savant, un médecin hongrois, propose de se laver les mains avant de procéder à l'accouchement, ses collègues regardent ça d'un air bizarre. Parce que pour eux, ça ne fait pas partie des codes qui aident à maintenir en bonne santé les malades. Bon, il se trouve que Semmelweis a raison et qu'il vaut mieux se laver les mains avant d'aider une femme à accoucher. Ça peut éviter des maladies. Mais vous voyez, bon, l'hygiène, la vision que la science en a, elle change. N'empêche que l'hygiène, elle peut se définir comme quelque chose de biologique. C'est ce qui maintient en bonne santé. C'est l'ensemble des gestes qui permettent d'être en bonne santé. Là-dessus vient la propreté. Et la propreté, c'est le début des problèmes. Parce que la propreté, c'est culturel. Ce qui est propre, ça dépend d'une population et d'une époque. C'est culturel, c'est pas biologique. Quand une vieille comtesse qui avait survécu à la Révolution visite Versailles, Versailles restaurée sous la Restauration, elle revient sur l'endroit qu'elle a connu sous Louis XVI, et elle dit « Ah, quelque chose a changé, je crois que c'est l'odeur. » Et effectivement, à Versailles, il n'y avait pas de toilette. À un moment de la Restauration, on a installé des latrines. Donc, il était usuel de crotter dans les escaliers à Versailles. On ne le faisait pas quand les gens étaient là, mais on faisait ses besoins là où on pouvait. Et ce n'était pas réputé sale au grand siècle. Aucun texte du grand siècle ne nous raconte ça. Vous y êtes ? Et c'est vrai que, vu du 19e, c'est un peu sale, on a installé des latrines, mais cette vieille comtesse, elle, y a perdu l'odeur qu'elle trouvait normale, l'odeur de Versailles. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'odeur, on est content de ne pas l'avoir. Au Japon, la plupart d'entre vous seraient trop odorants, leurs odeurs corporelles seraient gênantes pour leurs voisins. Tant là-bas, ça ne se fait pas d'avoir une odeur corporelle forte. Donc, on se lave, on met beaucoup de déodorant, et c'est propre. Mais c'est beaucoup plus constringent que chez nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien que la propreté se balade au gré des cultures, mais l'hygiène, et notamment l'hygiène en termes de présence microbienne, elle, c'est un fait. Je suis sûr qu'à Versailles, c'était pas assez propre. Enfin, la propreté n'était pas assez exigeante pour l'hygiène, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait trop loin. En jetant les mauvais microbes, on a jeté les bons, et notre vision de la propreté ne coïncide pas non plus avec ce qu'est l'hygiène. Alors, en fait, ce qui se cache derrière mes deux propos liminaires, à savoir cette évocation de Pasteur et puis cette évocation de la différence qu'il y a entre l'hygiène et la propreté, c'est juste la question de l'équilibre. L'équilibre qu'il faut trouver entre la présence de certains microbes et pas d'autres microbes. Et alors, on a vu émerger aujourd'hui tout un tas de gestes, certains qu'il ne faut pas faire, certains qu'il faudrait faire, pour retrouver une présence microbienne ad hoc. On a compris qu'il y avait des bâtons, et que ces bâtons, il faudrait qu'on les évite. Pour la peau, c'est des lavages trop fréquents et des lavages avec des savons bactéricides. Aujourd'hui encore, certains savons qui tuent 99,9% des bactéries, c'est une publicité vertueuse. Et ça, culturellement, ça vient du fait qu'on a cette vision, pas de bactéries, c'est mieux. Hein, c'est vraiment or, un savon bactéricide, à part si le médecin vous le demande pour une bonne raison, c'est un non-sens. Quelque part, quand vous écoutez ça dans une publicité, ça veut dire que ce savon est plus cher, puisqu'il y a un bactéricide dedans, et plus dangereux pour vous. C'est en fait une raison de ne pas acheter. Mais voilà, notre vision culturelle de la propreté fait qu'au contraire, c'est un argument de vente. Doublement aberrant, puisque c'est plus cher et inutile. Bon. Dans le tube digestif, on a compris qu'il fallait se méfier d'antibiothérapie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, parce qu'elles abîment le microbiote, mais plus encore, parce que là, l'imbibition est beaucoup plus régulière et constante, se méfier d'additifs alimentaires. On a beaucoup parlé des émulsifiants, on en parlait dans le documentaire qu'on a vu hier à l'Omnia avec certains d'entre vous qui étaient venus voir ce documentaire sur le microbiote humain, mais on a aussi des problèmes avec
les édulcorants, dont on sait qu'ils sont très mauvais pour le microbiote, et puis un certain nombre de conservateurs et d'antioxydants qui ne sont pas bons pour le microbiote. Et ça, alors là, l'imprégnation est beaucoup plus continue. Ça, c'est les bâtons, les coups de bâton pour le microbiote qu'il nous faut apprendre à éviter. Et puis, il y a, au contraire, les carottes. Les carottes, c'est ce qui peut faire avancer le microbiote dans la bonne direction. Alors, sur la peau, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la peau, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais je pense qu'une peau ne va pas être correctement peuplée si on vit entouré d'un univers dans lequel les surfaces sont trop propres et contiennent les restes des produits, éventuellement bactéricides, qui ont nettoyé ces surfaces. Ce qui revient à dire que là encore, les produits ménagers qui tuent 99,9% des bactéries, c'est un argument de non-vente. Mais culturellement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'est pas vraiment équilibré de ce point de vue-là. On n'a pas encore équilibré notre vision de ce point de vue-là. Dans le tube digestif, nous l'avons entendu, les fibres, donc 5 fruits et légumes par jour, 25 espèces différentes de végétaux dans l'alimentation par semaine, hein, c'est cette idée-là, parce que ça amène des fibres qui nourrissent les microbes, et une diversité de fibres nourrira différents microbes, donc une diversité microbiotique. Et puis on a entendu parler des polyphénols, ou tanins au sens large de l'alimentation, qu'on trouve dans les végétaux et qui permettent effectivement aussi de réguler le microbiote. Donc ça, c'est plutôt les aspects positifs. Et ça, il faut le retrouver. Il faut retrouver ces gestes-là. Et finalement, entre une alimentation très végétale et des produits sans bactéricides, ce n'est pas forcément l'ennemi du porte-monnaie. Et ça, c'est un truc quand même à retenir, c'est que ce n'est pas juste une alimentation pour les plus aisés d'entre nous. C'est peut-être un programme pour tous. C'est sans doute un programme pour tous. En fait, ce qu'il faut, c'est que nous retrouvions, entre des fréquences de nettoyage, de douche savonnée ou frottée, sachant qu'une douche frottée, ce n'est pas une douche savonnée, entre les équilibres entre nos aliments, il faut qu'on retrouve ce que moi j'appelle dans un de mes ouvrages la saleté propre, c'est-à-dire ce niveau de saleté qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé qu'un excès d'hygiène, qu'on appelle d'ailleurs parfois l'hygiénisme. Alors, arrivé là, je voudrais avancer un petit peu plus en vous proposant une vision un peu évolutive de cette histoire-là. Parce qu'en fait, on vous propose des remèdes, mais on n'est toujours pas arrivé au fond de la question, à mon sens. Le fond de la question, c'est de bien... Et alors ça, c'est une vision que je vais vous proposer qui, à mon avis, transcende la question dont on parle là. Elle est importante pour plein d'autres questions. Le fond de l'histoire, c'est de comprendre ce que nous enseigne la théorie de l'évolution. Vous allez me dire, oh, c'est un peu théorique tout ça. Mais non. C'est hyper concret. Les organismes sont adaptés à ce qu'ont vécu leurs parents. Parce que c'est comme ça que les parents ont survécu et ont des descendants. Chaque fois que la règle du jeu change un tant soit peu, les organismes sont hors de la zone d'adaptation de leurs parents. Alors, éventuellement, ça ne leur fait rien. Dire porter un costard et une cravate, ça n'endommage pas particulièrement par rapport à des ancêtres qui n'avaient pas de costard-cravate. Mais éventuellement, il y a certaines espèces qui, à un moment, quand on a changé la règle du jeu, elles calanchent. Elles subissent ça mal. L'essentiel de la population n'est pas adapté à ça, fait moins de descendants, elle disparaît. Et ça, quand on gère un microbiote, car nous gérons un microbiote fait de plusieurs milliers d'espèces, sur plusieurs milliers d'espèces, il est très probable qu'il y en ait une ou deux qui, quand on rajoute un édulcorant ou quand on rajoute un bactéricide, disparaissent complètement du terrain. C'est logique évolutivement. Ce n'est pas un propos que je tiens ici contre le progrès, mais c'est cette idée que quand on change la règle du jeu, nous le retrouverons dans les microbiotes environnementaux demain, quand on change la règle du jeu, il y en a qui disparaissent, c'est obligatoire. Et ça demande de ne pas changer la règle du jeu n'importe comment, et chaque fois qu'on peut ne pas la changer, de ne pas la changer. Par exemple, on n'est pas obligé de manger des aliments ultra transformés. Alors, il y a des fois, effectivement, on va quand même utiliser du savon. Mais il y a besoin d'une parcimonie et d'une information. Discutons 2 secondes du gel hydroalcoolique. Et là, je parle sous le contrôle d'autorités plus compétentes que moi. Ce gel hydroalcoolique dont nous abusons tous en ce moment sous prétexte de la Covid, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas une preuve de transmission manu-portée du SARS-CoV-2. Il n'y en a pas une. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, quand on ne savait pas, il valait mieux se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique, mais qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et par contre, ce n'est pas forcément bon pour le microbiote. En revanche, quand va venir le temps des gastro-entérites et des grippes, là, on sait que c'est manu-porté, donc on va pouvoir
en restaurer l'usage. En attendant, pour la Covid, portons un masque, si on a besoin de faire quelque chose. Là, on sait qu'effectivement, ça peut être transmis par les aérosols. Vous voyez, c'est juste des choses qui, finalement, simplifient la vie, parce que pas se balader avec son gel hydroalcoolique, c'est quand même plus simple. Cette vision évolutive, je voudrais la décliner aussi d'une autre façon. Parce que là, on dit que quand on rajoute des molécules ou des usages nouveaux, on abîme telle ou telle espèce. Mais finalement, on s'abîme nous-mêmes. On s'abîme nous-mêmes. Et il y a aussi une chose qu'il faut réaliser. Bien, tout à l'heure, j'entendais dire effectivement que les virus sont très hautement dépendants de leurs cellules hôtes. Mais il faut quand même qu'on soit un peu plein d'humilité. Nous-mêmes, nous sommes dépendants des autres. Que serions-nous s'il n'y avait pas des cellules qui faisaient la photosynthèse? Et je vous signale que ces cellules-là, nous les détruisons. Car soit nous les mangeons quand nous mangeons de la salade, soit nous mangeons ceux qui les ont mangés quand nous mangeons du bœuf. Bon, on a vu qu'il ne fallait pas manger de bœuf. En tout cas, pas trop. Mais n'empêche on tue une cellule de salade quand on mange du bœuf indirectement. Nous refusons cette vision de la dépendance. Et l'autre vision que je dois vous proposer, qui est évolutive aussi, c'est qu'à force d'être habité par une espèce de microbe, certaines fonctions peuvent être remplies par cette espèce. Ça devient neutre. Du moment que la fonction est faite, ça marche. Si jamais la fonction est remplie par les cellules de microbes, ça marche quand même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une sécrétion de sérotonine, enfin une origine de la sérotonine dans notre organisme, qui a 80% d'origine microbiotique. C'est pas qu'on puisse pas en faire, mais c'est que comme il y a des producteurs de sérotonine, on les utilise aussi. Mais à un moment, si on nous les retire, du coup, on n'en fait plus assez. Je veux dire que toutes ces coexistences font au cours du temps émerger des dépendances. Puisque ces partenaires sont toujours là, on peut s'appuyer dessus. Vous y êtes. Et on finit, comme on est en coexistence avec des milliers d'espèces dans notre microbiote, par faire émerger pas mal de dépendances. Ce qui fait que finalement, la destruction de ces bactéries, leur disparition de notre organisme, finit par nous affecter aussi. Tout ça, c'est des raisonnements évolutifs relativement logiques, si on y pense, et qui nous montrent que nous devons nous penser évolutivement parce que nos gestes ont des conséquences triviales pour un évolutionniste sur ce qui nous entoure et sur nous-mêmes. En fait, en creux, ça veut dire que si on a une approche évolutionniste, si on a une approche finalement prenant en considération notre évolution parmi les microbes et l'évolution de ces microbes, on peut plutôt trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais maintenant insister, parce que ça reprend le programme que je vous disais préalablement, c'est qu'on retrouve cette idée que véhicule la Fédération biologique, à savoir que la biologie, j'emprunte cette formule à un psychologue et évolutionniste nord-américain, enfin canadien très exactement, Jérôme Barkhoff, la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Tant qu'effectivement on n'a pas pris en main les connaissances qu'on a, eh bien finalement la biologie va nous expliquer pourquoi ça ne marche pas. On a quand même expliqué le pourquoi ou une partie du pourquoi de certaines dermatites atopiques, le pourquoi de l'obésité, des choses comme ça. Alors que si on avait le corpus de connaissances et qu'on agissait avec lui, on ne serait pas confronté à ça. Finalement, et je voudrais terminer là-dessus, ce que nous raconte ce questionnement sur l'hygiène, c'est que la biodiversité, c'est la santé. Et nous l'avons croisé à 2 reprises dans mon propos, où on a compris que cette biodiversité microbienne qui nous habite était nécessaire à notre bon fonctionnement. On a compris aussi que pour l'entretenir, on a besoin d'une biodiversité alimentaire. Et finalement, on s'aperçoit que peut-être ces histoires de microbiote et notre vision de la propreté sont un des moments où l'érosion de la biodiversité nous affecte le plus directement. Finalement, nous avons en nous une leçon très forte sur le fait que la biodiversité, un de ses rôles majeurs, c'est de rendre le monde habitable, mangeable, vivable pour l'homme, et que quand on l'abîme, on s'abîme. Car bel et bien, dans ces excès de propreté qui entraînent un décalage par rapport à l'hygiène, nous avons contribué localement, intérieurement, intimement à une baisse de la biodiversité. Et c'est de ça dont nous payons le prix. Et c'est ces considérations que je voulais partager avec vous. Merci Marc-André Sellos. Allez, il nous reste 10 minutes pour vos questions sur l'hygiène. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors, on va vous passer les micros. Allez, qui souhaite poser une question à Marc-André Sellos sur l'hygiène?
Vous êtes tous très propres apparemment. Peut-être trop, justement. Trop propres. Bonsoir, merci. En tant que diabétique, vous m'avez profondément déprimé 2 fois aujourd'hui. D'abord, en apprenant que le diabète avait probablement une origine, enfin quelque chose qui est lié au microbiote. Et deuxièmement, en apprenant que les édulcorants seraient mauvais pour la flore intestinale, on va dire ça comme ça. Alors, je me suis permis d'aller directement voir mon petit iPhone pour faire recouper les informations. Et il semblerait que ce constat sur les édulcorants soit assez contesté dans le milieu scientifique, ce qui m'a un petit peu rassuré. Mais au sens large, ma question, ça pourrait être comment on fait pour globalement gérer toutes ces informations qui peuvent être totalement contradictoires. Parce que si je me considère comme le représentant des diabétiques, tous les diabétiques bénissent l'existence des édulcorants. Donc on pourrait dire que ça les aide à soigner leur maladie. En tout cas, voilà des injonctions contradictoires entre un aliment qui semble améliorer le quotidien des diabétiques et tout d'un coup un truc qui vient sanctionner ça immédiatement. Alors, une remarque, une réponse. La remarque, c'est qu'on a dit que c'est parmi des causes, mais on n'est pas en train de réduire des maladies comme le diabète ou l'obésité ou des désordres comme Alzheimer, la maladie de Crohn. On ne les réduit pas à ça. On dit que c'est une cause, mais après, il y a aussi ce qu'on est génétiquement, la façon dont on vit. Enfin, c'est multicausal, d'accord. Donc, il n'y a pas que ça, mais par contre, ça, c'est un des points sur lesquels on peut assez facilement agir, et demain, ce sera peut-être un point de solution. En ce sens, le commentaire était aussi porteur d'espoir, mais bon. Alors maintenant, on ne dit pas « il ne faut pas manger d'édulcorants ». De même qu'on ne dit pas « il ne faut pas prendre d'antibiotiques ». La question, c'est toujours, et c'est ça qui est difficile, le coût et le bénéfice. Pour vous qui n'avez plus droit au sucre, moi je ne suis pas médecin, mais ce serait assez cruel de vous dire, et en plus, pas d'édulcorants non plus. Donc, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui a une blessure, qui est en train de s'infecter, on dit, ah non, pas d'antibiotiques, c'est mauvais pour l'antibiorésistance. Ok. Après, ce qu'il faudra étudier finement, c'est de quels édulcorants on parle et quels édulcorants on vous recommande à vous et lesquels on recommande aux gens. En l'occurrence, je n'ai pas le sentiment que sur l'aspartame, il y a un gros débat scientifique. Sur d'autres édulcorants, et peut-être mon propos était un peu réducteur, sur d'autres édulcorants, il y a peu d'études et des études contradictoires. Mais quelque part, aujourd'hui, la question est, si je suis en bonne santé, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à m'habituer à manger peu sucré, et à habituer mes enfants à manger peu sucré, plutôt que de continuer à des hauts niveaux de perception sucrée avec des édulcorants? Et après, n'étant pas médecin, je n'ai aucun conseil à vous donner quant à vous, mais j'ai le sentiment, pour être buveur d'alcool et avoir entendu ce que ça fait sur la perméabilité intestinale tout à l'heure, j'ai le sentiment que des fois, il faut composer et savoir de quoi l'on veut mourir, si ça peut vous rassurer. Alors, il n'y a pas une deuxième question? Non? C'était la seule. Ok, bon, madame. Et puis ensuite, on vous placera le métro. Merci. J'avais une petite chose à partager sur le gel hydroalcoolique. À l'école d'infirmière, en cours d'hygiène, on m'avait appris aussi que l'alcool passe à travers la peau et qu'après un service de 12 heures, une infirmière, il y avait une étude qui avait été faite, une infirmière n'est pas à zéro en taux d'alcoolémie. Au taux d'alcoolémie sanguin. Donc c'est important parce que ça me fait penser à la perméabilité de la peau. Mais c'est pareil que ce que vous avez pour l'intestin, oui, c'est les mêmes effets. Hein. Et du coup, j'avais envie de vous questionner sur la cicatrisation aussi, l'hygiène et la cicatrisation. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus sur l'excès d'hygiène? Il me semble qu'il y a des cellules qu'il ne faut pas On parle sous le retirer. contrôle des spécialistes de la peau qui se trouvent dans la salle, mais il y a des travaux qui ont été réalisés sur les souris axéniques. Ces souris, donc sans microbes, permettent de comparer des processus, même à l'intérieur d'une fratrie. Vous avez 2 souris qui sont nées sans microbes, qui sont frères et sœurs ou sœurs et sœurs, vous les séparez, vous en sortez une, et vous avez dans un contexte génétiquement relativement similaire, une souris
qu'on dit conventionnelle, c'est-à-dire avec tous ces microbes, et une souris axénique qui reste dans une bulle stérile. Bon. Ça permet de faire des comparaisons. On a notamment des comparaisons sur la cicatrisation qui montrent que le processus de cicatrisation est plus lent et qu'en fait, les bactéries de la peau, notamment, on peut rétablir sur une souris axénique des cicatrisations plus rapides et plus efficaces en remettant un staphylocoque banal de la peau, le Staphylococcus epidermidis. Donc, et en fait, on sait dans le détail qu'il y a des dialogues qui s'opèrent entre ces bactéries-là et le système immunitaire et qui font qu'un certain nombre de cellules immunitaires agissent plus rapidement dans le processus cicatriciel. D'ailleurs, en milieu hospitalier, maintenant, on a plutôt l'habitude, quand il y a des plaies, de ne pas les désinfecter systématiquement, mais par contre de les surveiller régulièrement et de peur des infections s'il y a un problème infectieux qui se développe. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'effectivement, pour la cicatrisation, il y a un effet. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut salir ses plaies. Hein. Et c'est là qu'on trouve cette espèce de ligne de crête entre le bon et le pas bon. Mais après tout, une plaie avec un pansement, c'est bon. Et c'est aujourd'hui, en milieu hospitalier, ce qu'on pratique. Je parle là sous votre contrôle aussi, puisque vous êtes sans doute plus praticienne du milieu hospitalier que moi. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment apprendre à se mouvoir avec finesse entre le bon microbe et le mauvais microbe. C'est plus facile qu'entre un bon et un mauvais chasseur. Et c'est notamment arriver à se convaincre que la vaccination est une bonne chose. Parce que quand on a mis des barreaux qui ne laissent pas passer les plus indésirables et les plus clairement indésirables, alors on peut avoir des conduites plus contaminantes, des conduites plus relâchées par rapport à un environnement, si ce n'est pas un environnement trop souillé, bien sûr. Pardon. Non, mais je n'avais pas forcément beaucoup plus à rajouter, parce que tu as cité les bons exemples, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le détail de quel microbe on parle sur la plaie. Le Staph epidermidis, en effet, qui est un résident normal de la peau, certaines souches ont été montrées comme favorisant la réépithalisation, c'est-à-dire donc la fermeture de la plaie. Le Staphylococcus aureus ou doré va au contraire ralentir cette fermeture. Donc effectivement, tout est dans la nuance. Et c'est en ça où on parlait un petit peu du diagnostic un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des personnes qu'il vaudra mieux surveiller plus ou donner cet antibiotique parce qu'ils sont par ailleurs porteurs de certains microbes et d'autres où ce ne sera pas préconisé. Mais effectivement, ça c'est des travaux et encore plus, là, je vois des compagnies qui réintroduisent des lactobacilles à l'intérieur des plaies qui, elles, vont favoriser aussi la fermeture de la plaie. Donc c'est encore des sujets pour lesquels il n'y a pas une réponse, on va dire, complète, mais je pense que c'est à surveiller dans la fermeture de ces plaies. Pour revenir sur le gel hydroalcoolique, au-delà de l'aspect microbiome, c'est essentiellement la barrière physique. On va enlever tout le film hydrolipidique, créer des micro-ouvertures sur la peau, et là, on a le pH qui monte, on a les choses qui prolifèrent, donc au-delà du microbiome, on a un effet très physique sur la barrière de la peau là-dessus. Une dernière question, une dernière intervention. Allez-y. Oui. Une petite question champignon et espoir peut-être. Il me semble que certains champignons sont anti-infectieux et peuvent être utilisés pour l'humain. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot à nous partager là-dessus ? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir sur de la recherche qui avancerait dans ce sens-là ? C'est compliqué. Bon, on sait par exemple que les Malassezia, qui sont des levures de la peau, finalement on n'a pas beaucoup parlé de champignons dans ces microbiotes aujourd'hui, mais il y a quelques levures. Hein. Les Malassezia, qui sont des levures, sont de très bons protecteurs contre les staphylocoques dorés. Alors je donne toujours cet exemple, du coup peut-être vous l'avez déjà entendu, mais ce sont des levures protéolytiques. Elles détruisent les protéines en petits morceaux qu'elles mangent. Et d'ailleurs quand elles prolifèrent beaucoup, ça donne des pellicules ou ces petites croûtes qu'on a parfois à la racine du nez. Mais ordinairement, elles sont en quantité limitée et elles se nourrissent de notre peau. Comme elles sont capables de découper des protéines, elles vont notamment découper les protéines qui font adhérer entre eux les staphylocoques dorés sur la peau, qui leur permettent de faire un biofilm. Ce qu'on appelle un biofilm, c'est une croûte de bactéries. Et alors, ce biofilm est à la fois mieux adhérent à la peau, il est plus résistant au frottement, et notamment au frottement du gant ou de la main et du savon. Et puis, comme c'est un tas de microbes, c'est un tas de staphylocoques dorés, si jamais il y a un traitement qui les tue, ceux de la surface sont tués, mais ils font de leur corps mort un rempart à l'arrivée des substances qui pourraient tuer ceux de l'intérieur.
Donc ces biofilms sont des choses qui permettent au staphylocoque doré d'être beaucoup plus efficaces. Sauf que comme les protéines des Malassezia découpent ces liens entre les staphylocoques dorés, eh bien, ça les empêche de faire bien le biofilm et donc ça les rend plus vulnérables. Donc il y a des effets d'écran. Ensuite, on sait aujourd'hui que les cancers du pancréas, il semblerait que les Malassezia qui colonisent le canal qui conduit du pancréas jusqu'au tube digestif soient responsables, soient des facteurs préparant les cancers du pancréas. Donc souvent, ces microbes sont des Janus, ça dépend où ils sont. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes espèces, là, donc ça peut nous résoudre le problème. Mais on connaît des espèces qui sont des Janus. Et donc, là encore, ça veut dire que la question, ce n'est pas d'avoir cette espèce-là, c'est quelle quantité, parce que je n'ai pas envie d'avoir les pellicules, et où, parce que je n'ai pas envie d'avoir un cancer du pancréas.